Nous allons regarder ensemble les 5 secteurs américains qui ont battu le S&P 500 sur les 10 dernières années. Pour rappel, le S&P 500 est un index qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines par capitalisation. En pratique, il est très difficile de battre le S&P 500. Pour vous prouver ce point, je vais vous présenter une étude qui a été faite par le bureau Espiva. Ils ont regardé la performance sur les 20 dernières années par plusieurs gestionnaires de fonds et ils se sont aperçus qu'il y avait seulement 5% de ces gestionnaires qui avaient une performance supérieure à l'indice du S&P 500 sur une base de risque ajustée. Au lieu de chercher les 5% de gestionnaires de fonds qui sont capables de battre le S&P 500, je pense que vous auriez meilleur temps d'investir dans une stratégie d'investissement passive comme un ETF qui réplique la performance du S&P 500. On appelle les ETF des investissements passifs car ils doivent suivre une stratégie d'investissement qui a été prédéterminée et qui ne laisse aucune marge de manœuvre dans les décisions d'investissement. Les ETF sont cotés en bourse et ils sont accessibles par votre broker. Un des gros avantages est que vous aurez besoin d'acquérir un seul fonds et ce fonds donnera une exposition à plusieurs actions différentes. Alors, par exemple, avec l'ETF qui s'appelle IVV, il va investir dans les sociétés du S&P 500, il va essayer de répliquer la performance de l'indice. Ce fonds a donné une performance de 11,66% sur les 10 dernières années, ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ il y a 10 ans, vous auriez eu 30 128 $ aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons regarder les 5 secteurs qui ont surperformé le S&P 500 sur les 10 dernières années. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'investir sur ces secteurs grâce à des ETF. Pour vous donner un exemple, un fonds peut avoir comme règle d'investissement d'investir uniquement dans les plus grosses sociétés cotées en bourse dans le secteur de l'énergie. Dans ce cas, le fonds devra suivre cette stratégie quoi qu'il en soit sur la situation des marchés. Le problème avec les secteurs, c'est qu'il y a des années où ils surperforment et il y a des années où ils sous-performent. Donc on va regarder pour chacun de ces secteurs s'ils ont une capacité de battre le S&P 500 sur les prochaines années à venir. En 5e position, on a le domaine de l'aérospatial et de la défense. Alors j'avoue avoir été assez surpris de voir que ce secteur a surperformé le S&P 500 sur les 10 dernières années, avec une performance annualisée de 12,21%. Donc 10 000 $, vous aurez donné un capital de 31 645 $ après 10 ans d'investissement. Comme le nom l'indique, c'est un ETF qui investit uniquement dans les sociétés spécialisées dans le domaine aérospatial et de la défense. Alors je trouve que le terme défense n'est peut-être pas très approprié, il peut porter à confusion. Alors pour vous dire plus clairement, là on parle d'armement, de missiles et d'avions de combat. Alors avec les tensions qu'on a actuellement en Ukraine, avec la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, c'est un secteur qui a tristement du sens. Et dans ce secteur, c'est uniquement des sociétés américaines, donc il ne faut pas oublier que les États-Unis, ils font tout leur possible pour mettre en avant leur système de défense militaire à leurs alliés. Le bon exemple à vous donner, c'est la société Lockheed Martin qui fait la fabrication d'avions de combat qui coûtent vraiment très cher. Et ils ont réussi à les refourguer à tous leurs pays alliés, notamment la Suisse qui est encore en discussion pour les acquérir. Alors c'est surtout cet exemple pour vous résumer que le secteur de l'armement américain dépend grandement de leur gestion en matière de politique étrangère. Le gouvernement américain va toujours mettre en avant leur propre société envers leur gouvernement allié pour faire l'acquisition par exemple de leurs avions de chasse, de leurs tanks, de leur armement. Ensuite, un autre point qui me dérange un peu avec cet ETF, c'est que c'est un peu un mix avec d'autres industries, comme notamment c'est dommage que cet ETF va mélanger plusieurs sous-industries, notamment le domaine de l'armement, le domaine des avions de ligne commerciaux et puis la conquête spatiale. Encore un autre point, c'est que je trouve que les sociétés qui sont incluses dans cet ETF sont quand même assez chères. On peut voir le price earning ratio est de 26,45. Si je vous le présente de manière différemment, c'est-à-dire que cette année, les profils des sociétés vous auraient donné un rendement de 3,78%. Donc pour ainsi dire, on peut dire que les investisseurs ils ont déjà anticipé la future hausse des prix. Je pense néanmoins que ces secteurs il a quand même de bonnes perspectives sur le futur, mais c'est pas un ETF pour moi. En 4e position, on a le secteur de la santé avec 13,10% de retour sur investissement sur 10 ans. Avec 10 000 $ investis, vous aurez pu obtenir 34 247 $ après 10 ans. Alors cet ETF, il a une exposition à plusieurs sous-secteurs. Dans le domaine de la pharmacie, avec 31,06%, donc là c'est effectivement les petits médicaments que vous allez acheter dans votre pharmacie, à 17,82% dans le sous-domaine de la biotechnologie. Donc pour vous donner un exemple, c'est clairement vous avez les vaccins. Après à 17,36% dans les équipements pour les centres de soins et à 15,50% pour les centres de soins directement. Alors j'aime bien l'allocation car elle va vous donner vraiment une exposition à l'ensemble du domaine de la santé. Au niveau du prix, on est sur un price earnings ratio de 22,33%. Alors si je vous le présente d'une autre façon, ça veut dire que vous avez un rendement de 4,5% sur les bénéfices de l'année en cours. Et bon, c'est un secteur qui va certainement continuer à croître, donc si vous achetez maintenant, vous pouvez vous attendre à des bénéfices supérieurs dans le futur. Donc une partie de ça est déjà inclus dans le prix. On est sur des sociétés uniquement américaines. Donc ça ne me pose pas de problème car les États-Unis sont vraiment un leader dans le domaine médical et leurs sociétés vendent au niveau international. Donc ça va nous donner une exposition vraiment globale sur cet ETF. Donc essayons de réfléchir aux risques et aux avantages. Donc si on regarde la performance de cet ETF
Entre 2001 et 2008, ça n'a pas été incroyable, hein. C'est seulement à partir de 2010 que cet ETF commence à vraiment décoller en termes de performance. Et cette période, c'est à peu près à ce moment où les banques centrales ont eu des politiques monétaires beaucoup plus accommodantes avec des taux d'intérêt bas et en mettant beaucoup plus de liquidités sur le marché. Donc, ce qui a été clairement un gros catalyste dans les sociétés du domaine de la pharma, car imaginez, c'est des sociétés qui font beaucoup de recherche et développement. Donc, si elles arrivent à se financer avec des taux d'intérêt bas, ils ont beaucoup plus de liquidités, ils peuvent faire plus de recherche et d'investissement. Et souvent, c'est des recherches et investissements qui vont apporter leurs fruits dans le futur. Et actuellement, on a un peu l'inverse. On a des politiques monétaires qui sont beaucoup plus restrictives, on a des taux d'intérêt qui augmentent et on a les liquidités sur le marché qui diminuent. Donc, on peut dire que ça, c'est vraiment un gros facteur macroéconomique qui est plutôt négatif sur ce secteur. Deuxième élément sur le domaine de la santé, c'est un domaine qui va dépendre beaucoup de leur politique et des dépenses des États. Donc, c'est pour ça cette industrie, elle est un peu la cible de puissants lobbies qui vont faire pression sur les États pour qu'ils fassent le plus de dépenses possible dans le domaine de la santé. Et c'est un peu là que se situe le gros risque. En fait, si on regarde la situation actuelle, on peut voir qu'on a des gouvernements et des États qui sont très endettés, avec des taux d'intérêt qui augmentent. Donc si vous êtes à la tête de votre gouvernement et puis qu'on vous dit que vous devez couper dans les dépenses de votre budget de l'année prochaine, il y a des fortes chances que vous allez dire, bon, on va un peu couper dans le budget de la santé parce que c'est un de nos plus gros postes. Pour ma part, moi, j'adore ce secteur. En plus, il est beaucoup moins volatile que les autres marchés. Je pense que ça aurait du sens de surpondérer sur ce secteur tout en faisant très attention à l'environnement macroéconomique et surtout à voir qu'est-ce que les gouvernements vont faire. Est-ce qu'ils commencent à couper dans leur budget et à couper sur les dépenses de la santé? Si on a ce cas de scénario, je pense qu'il faut commencer à sortir de ce secteur. En troisième position, on a le domaine de la technologie, donc avec un rendement annualisé de 15,58%. Si vous aviez investi 10 000 dollars 10 ans en arrière, vous aurez pu obtenir 42 542 dollars aujourd'hui. Alors, le domaine de la technologie, c'est un domaine qui était un des plus porteurs en 2021 avec des mastodontes comme Apple, Tesla, Google, Microsoft. On peut dire maintenant qu'il y a un peu de recul qu'il y a eu un peu trop d'engouement et que là, on a actuellement une correction sur les marchés. Alors, c'est un secteur qui est très volatile et qui est surtout a une corrélation avec les taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, c'est un secteur souvent qui est baissier. Donc, on a une situation actuelle qui n'est pas vraiment favorable à ce secteur. C'est un secteur qu'il faut vraiment éviter lors de récessions et de crises financières. On peut voir qu'en 2008, lors de la crise financière, cette index a perdu jusqu'à 80%, alors que la SP500 a seulement perdu 50%. Alors personnellement, c'est un secteur où je ne serais pas surpondéré en ce moment, car à chaque fois qu'on a les taux d'intérêt qui augmentent, ça va faire que vos cash flows futurs, quand vous les actualisez, ils auront une valeur plus basse. Donc à chaque fois que vous avez les taux d'intérêt qui augmentent, les valeurs des entreprises dans le domaine de la technologie diminuent. Par contre, c'est un secteur à surveiller de près, car quand les temps seront plus propices, c'est un secteur qui aura tendance à surperformer, car si on voit sur le long terme, ça aurait été un des meilleurs secteurs pour investir. En deuxième position, on a les sociétés de trading et les bourses. Alors, si vous aviez investi 10 000 dollars il y a 10 ans, vous aurez pu obtenir 45 541, ce qui représente une performance annualisée de 16,36%. Et en fait, de plus en plus d'investisseurs particuliers, ils commencent à investir en bourse parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, ils peuvent le faire eux-mêmes. Maintenant, ces marchés sont accessibles et c'est quelque part beaucoup moins cher de le faire nous-mêmes que d'investir par des professionnels qui vont se prendre des grosses commissions. Donc, c'est pour ça que c'est un secteur qui a pu attraquer beaucoup de capitaux. Avec un price earnings de 10,57, ça veut dire que les bénéfices de l'année en cours vous représentent à peu près un retour sur investissement de 10%, ce qui est vraiment pas mal. Le problème principal avec cet ETF, c'est qu'on va retrouver en première et en deuxième place en fait des grosses banques d'affaires américaines comme Goldman Sachs et Morgan Stanley. Donc effectivement, ils ont une petite activité de trader, mais en fait la majorité de leurs bénéfices, c'est de la gestion de fortune, c'est des acquisitions, c'est des fusions. Donc en fait, je trouve que c'est pas trop en ligne avec l'idée de ce secteur. Mon deuxième problème, ça va venir de comment les épargnants vont continuer à placer leur épargne. Alors ma vision à long terme, c'est que les épargnants vont continuer à placer leur argent par eux-mêmes via des ETF, et c'est pour ça que je pense que c'est un secteur qui pourrait continuer à surperformer à moyen et à long terme. Donc pour moi, c'est un secteur qui est vraiment très intéressant. Mais avant d'investir, je ferai quand même une petite analyse sur la société de Goldman Sachs et de Morgan Stanley, afin de m'assurer que ce pas des sociétés qui cachent quelque chose. Parce qu'avec 40% de cet ETF, si une des deux plonge, ça va faire très mal. Et le premier de la liste, le secteur des semi-conducteurs, avec un retour sur investissement de 21,38% sur 10 ans. Si vous aviez investi 10 000 dollars, vous auriez pu obtenir 69 417 dollars. Par contre, je ferai quand même très attention à ce secteur qui est très cyclique, donc qui va varier en fonction de l'offre et la demande. On peut voir que de 2000 à 2015, il ne s'est pas passé grand-chose dans le domaine des semi-conducteurs. Et dès 2016, les prix font vraiment exploser à la hausse. Donc, il y a vraiment cette demande qui était déjà depuis plus de 20 ans présente.
et qui s'est vraiment accéléré depuis 2016. Donc on peut dire vraiment dans notre vie, la numérisation, c'est vraiment une tendance de fond. Donc on a des voitures, on a des ordinateurs, des téléphones portables, même maintenant nos machines à café, bah, elles sont électroniques, donc elles ont besoin de semi-conducteurs. Donc il y a vraiment une forte augmentation de la demande et quelque part, bah, j'ai l'impression pour faire une usine, c'est des énormes capitaux et c'est un énorme risque de créer une usine. Il faut vraiment être sûr que derrière, dans 5 à 10 ans, bah, il y aura cette demande qui sera là. Donc je pense qu'il y a eu pas assez d'investissement dans ce domaine, donc les prix ont augmenté. Quelque part, on a même des moments des pénuries dans le domaine des semi-conducteurs. Donc ce qui a fait que, bah, c'était un marché qui était très lucratif et les sociétés, bah, elles étaient prêtes à payer très cher parce qu'elles savaient que, bah, voilà, pour faire un iPhone, ils sont prêts à payer les semi-conducteurs de meilleure qualité parce que derrière, ils font des énormes marges en revendant leurs iPhones. Donc moi, j'ai tendance à se dire que clairement, dans 20 à 30 ans, je pense que c'est un secteur qui va être très porteur. La demande, elle sera encore là. Je vois pas trop ce qui va changer dans notre mode de vie. Néanmoins, il y a quand même un point qui est important à prendre en considération, c'est que, bah, en 2021, on a eu pas mal de pénuries et il y a pas mal de grosses usines comme TSMC, Intel qui ont fait des gros plans d'investissement, des milliards de dollars d'investissement dans des usines. On considère que maintenant, elles dépensent beaucoup d'argent pour autant quelques années avoir ces usines de fabrication. La grosse question à dire, c'est est-ce que dans les années à venir, on n'aura pas un risque d'avoir trop de semi-conducteurs par rapport à la demande? Moi, je pense que le risque, il est faible parce que les managers de ces sociétés, ils ont des très bonnes connaissances de l'offre et la demande, ils font des projections sur les années à venir et je pense que s'ils investissent dans des nouvelles usines, c'est qu'ils savent clairement qu'il y a un retour sur leurs capitaux qui est favorable. Donc je pense que peut-être sur le court terme, faites attention parce que là, on est un peu dans une période de crise, taux d'intérêt qui augmente, des perspectives économiques sur le court terme qui sont pas fortement intéressantes, mais gardez ça sur le radar et je pense que ça peut être un très bon point d'entrée dans les quelques mois ou quelques années à venir.